et je vais faire, tout mon possible pour essayer d'être pertinent. Le sujet, décider à la place des dés, moins de hasard, plus d'engagement. Je vais essayer de décortiquer tout ça pour que ce soit un petit peu plus clair. Pour commencer, on va aborder 2 concepts qui vont nous servir pour, la suite de la réflexion. Ensuite, on formulera une problématique, puis on tentera d'y répondre et comme normalement ça devrait pas être trop, trop, trop long, il devrait rester suffisamment de temps pour les échanges. OK, donc c'est parti. Donc le premier concept, c'est justement le hasard en JDR. Alors le hasard s'est imposé comme principale mécanique de résolution dans la plupart des jeux de rôle et il y a quelques raisons à ça. Premièrement, le hasard génère du suspense et des rebondissements. Quand les dés roulent, personne ne sait exactement ce qui va se produire, et cette, part d'imprévisibilité peut créer des moments de tension très forts. On a tous déjà vécu ce genre de scène, où un jet de dés, un échec critique ou une réussite spectaculaire, bouleverse complètement une situation, voire parfois même tout un scénario. Un plan soigneusement préparé peut soudain, s'effondrer, ou un personnage en grande difficulté peut au contraire réussir un exploit improbable. Donc, ces moments inattendus, deviennent parfois même des souvenirs marquants. Deuxièmement, le hasard est impartial. Quand une situation est tranchée par les dés, la décision ne repose plus uniquement sur, le jugement du ou de la MJ ou sur la négociation entre joueurs et joueuses. Ce sont les dés qui décident. Ça donne le sentiment que tout le monde est logé à la même enseigne. Heu, Personne ne peut plus être accusé de, favoritisme ou, d'injustice. Dans ce sens, le hasard agit comme une forme d'arbitre neutre et permet de trancher, certaines situations délicates sans que la responsabilité de la décision repose entièrement sur une seule personne. Troisièmement, le hasard crée une distance. Certaines scènes en jeu de rôle peuvent être très intenses, violence, dilemmes moraux, échecs dramatiques. Dans ces moments-là, le fait de lancer des dés introduit une forme de respiration. Hem, on marque une pause et on se rappelle qu'on joue à un jeu et cette petite distance, elle peut être précieuse et elle permet de réguler la tension émotionnelle et d'éviter que certaines situations deviennent trop lourdes à porter. Quatrièmement, eh bien, l'héritage historique. Le jeu de rôle trouve en grande partie ses origines dans les wargames, qui utilisaient déjà le hasard pour résoudre certaines situations. Et lorsque les premiers jeux de rôle ont été publiés, ils ont largement repris cette mécanique. Et avec le temps, cette méthode s'est diffusée, reproduite et progressivement normalisée. Par tradition, par habitude et par transmission entre générations de joueurs et de joueuses, lancer les dés est devenu le réflexe par défaut pour trancher une action certaine. Et aujourd'hui encore, cette convention reste au cœur de la grande majorité des jeux de rôle. Cinquièmement, enfin, le hasard fait partie du rituel. On va pas se mentir, on aime faire rouler des dés. Les dés eux-mêmes sont devenus des objets, emblématiques du jeu de rôle. Ils font partie de l'imaginaire du hobby. Lancer les dés, les collectionner, les choisir, les superstitionner, tout cela participe à une forme de rituel partagé. Ainsi, pour toutes ces raisons, certainement d'autres encore, le hasard occupe une place centrale en JDR. On en vient du coup à notre second concept, l'agentivité. En jeu de rôle, l'agentivité, c'est la capacité des joueurs et joueuses à faire des choix qui ont des effets clairs, cohérents et durables sur le cours des événements. Autrement dit, ce n'est pas seulement pouvoir agir, c'est
pouvoir influencer réellement la situation par ses décisions et en percevoir les conséquences. Par exemple, les PJ tranchent les cordes d'un pont pour empêcher une troupe ennemie de les poursuivre. La conséquence immédiate, elle est évidente. Les poursuivants sont ralentis et les PJ parviennent à s'échapper. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. En détruisant ce passage, peut-être que les PJ privent la région de l'un de ses principaux accès. Les échanges commerciaux peuvent être ralentis, les déplacements devenir plus difficiles, certaines communautés se retrouver isolées. La décision tactique produit alors des effets qui dépassent largement la situation initiale. L'intention transforme le monde. Et évidemment, l'agentivité ne concerne pas seulement les PJ, ça concerne aussi le ou la MJ, à travers les PNJ, les factions, les événements et la manière dont le monde réagit. En résumé, l'agentivité, c'est avoir une part de contrôle sur les événements et le hasard, c'est introduire une part de perte de contrôle. Les deux concepts ne sont pas fondamentalement incompatibles, mais leur cohabitation peut soulever une question, et ça sera notre problématique. La place accordée au hasard en jeu de rôle permet-elle à l'agentivité de s'exprimer pleinement? Donc avant tout, il faut justement préciser cette place que l'on donne au hasard en jeu de rôle. Dans la pratique, en jeu de rôle, on n'a pas recours au hasard en permanence, mais essentiellement dans trois types de situations. Soit pour générer du contenu, création de personnages, rencontres aléatoires, butin, soit pour déterminer l'ampleur d'un effet, comme les dégâts ou les soins, soit pour résoudre des actions, et pas n'importe lesquelles. Par exemple, on ne va normalement pas demander un test pour marcher tranquillement d'une pièce à une autre. On considérera que c'est assez peu pertinent. Par contre, on en demandera certainement pour parcourir un bâtiment en flammes. Généralement, la règle, telle que proposée par de nombreux jeux et appliquée par de nombreuses tables, c'est la suivante. On effectue un test et donc on s'en remet au hasard lorsque l'issue de l'action est à la fois incertaine et importante pour la suite des événements. Cependant, cette logique peut entraîner plusieurs effets indésirables. Premièrement, le recours au hasard peut nuire à l'immersion. Prenons une situation classique. Le ou la MJ décrit soudainement un groupe de morts-vivants croulant et cliquetant qui s'extrait lentement des tombes d'un donjon froid et obscur. La scène est sombre, oppressante, la tension monte, puis vient la question: «Que faites-vous?» À ce moment-là, on pourrait s'attendre à ce que les joueurs et joueuses réagissent directement à la situation. La peur, le danger, l'instinct de survie. Au lieu de ça, le réflexe est souvent de baisser les yeux vers sa fiche personnage pour vérifier quel bonus offrira la meilleure chance de réussite au prochain test. L'attention se déplace alors. On passe de la situation fictionnelle, les morts-vivants, l'atmosphère, du donjon, l'urgence, à une réflexion plus mécanique, statistique, modificateur, probabilité. Les 2 sont liés et ça ne détruit pas nécessairement l'immersion, mais ça peut la fragiliser. Et ce phénomène devient particulièrement visible lors des phases de combat, où l'on enchaîne les tests d'attaque, de défense et de dégâts. Chaque jet interrompt brièvement la fiction, découpe l'action et ralentit son rythme. L'affrontement peut alors perdre une partie de sa tension dramatique et de son urgence au profit d'une succession de micro-résolutions mécaniques. Deuxièmement,
Le recours au hasard peut inciter à l'optimisation. Plus on sait qu'une action sera tranchée par un jet de dés, plus on sera tenté de privilégier les options statistiquement favorables. On choisira alors souvent les mêmes armes, les mêmes compétences, les mêmes stratégies éprouvées. Non pas nécessairement parce qu'elles sont les plus intéressantes dans la fiction, mais parce qu'elles offrent les meilleures probabilités de réussite. Certaines actions plus audacieuses, plus risquées ou simplement plus originales peuvent alors être écartées car elles paraissent mécaniquement moins efficaces. Le hasard est censé introduire de la surprise, mais paradoxalement, l'anticipation du hasard peut encourager des comportements répétitifs. Troisièmement, le hasard peut générer de la frustration. Par exemple, lorsque les joueurs et joueuses prennent des décisions pertinentes et élaborent un plan cohérent, mais enchaînent malgré tout les échecs à cause de mauvais jets. Dans ces moments-là, les joueurs et joueuses peuvent avoir le sentiment que leurs efforts et choix n'ont pas d'impact. Autre cas, classique, mourir sur un échec critique. Pour certaines personnes, le danger, fait partie du plaisir de jeu. Ça crée de la tension, du risque, de l'adrénaline. Mais pour d'autres, cette issue peut être vécue comme une entrave au jeu, voire comme une forme d'injustice. Car la conséquence dramatique ne découle plus nécessairement d'une décision forte et assumée, mais d'un événement aléatoire. Dans ces cas-là, la frustration ne vient pas forcément de l'échec lui-même, mais du sentiment de ne pas avoir réellement eu prise sur ce qui s'est produit. Quatrièmement, le hasard peut empêcher de se projeter. Les tests permettent généralement de déterminer immédiatement l'issue d'une action. C'est particulièrement visible dans les phases de combat qui sont souvent découpées en rounds très courts. J'effectue un test d'attaque et j'en perçois parfois les effets dans les 6 secondes in-games suivantes. Cette logique peut encourager une focalisation sur l'instant présent. On se concentre sur la prochaine action, le prochain jet. La réflexion se fait alors à très court terme. Et dans ce contexte, il peut devenir difficile de garder en tête les implications plus larges de ces décisions. Les conséquences, à moyen ou long terme, sociales, politiques, économiques, morales, peuvent être négligées. L'histoire risque alors de se fragmenter en une série d'événements ponctuels, plutôt que d'être perçue comme un ensemble vivant qui évolue et réagit. Cinquièmement, enfin, le recours au hasard peut déresponsabiliser. Si une situation vire au désastre à cause d'un échec critique, il est très tentant d'en attribuer la faute à la malchance. Et d'une certaine manière, ce serait légitime, car le facteur chance joue effectivement un rôle important dans l'issue de l'action. Et une bonne idée peut être ruinée par un mauvais jet, et à l'inverse, une mauvaise idée peut être sauvée par un bon jet. Dans ces conditions, le lien entre l'intention du personnage et les conséquences de son action devient moins évident. L'agentivité est alors fragilisée. Car si l'on a recours à l'aléatoire précisément dans les moments importants, ça signifie que l'on délègue au hasard une partie des enjeux les plus décisifs. Bien sûr, les bonus, relances ou ressources permettent d'influencer le résultat, mais dès lors qu'on s'en remet au dé, on accepte de se déposséder d'une part de son agentivité. À la question «Que faites-vous?» les joueurs et joueuses formulent une intention, mais au moment du jet, ce sont les dés qui tranchent. Et certes, le ou la MJ interprète le résultat, mais le jet
en dicte les contours. En bref, il faut être vigilant si l'on veut que le hasard reste un outil au service du jeu et non le moteur du jeu lui-même au détriment des joueurs et des joueuses. Au fond, le véritable moteur du jeu, est-ce que ça ne serait pas tout simplement cette fameuse question: «Que faites-vous?» C'est la question qui nous réunit autour de la table. Si nous jouons, c'est avant tout pour découvrir ce qui va se passer. Chaque fois que cette question est posée, elle ouvre un monde de possibilités et surtout, elle renvoie directement les joueurs et les joueuses à leurs responsabilités. Et pour répondre à cette question, on n'a pas besoin d'aider, on a besoin d'engagement. Quand cette question résonne: «Que faites-vous?» Peut-être qu'on ne devrait pas chercher immédiatement à savoir: «Est-ce que ça va marcher?» mais plutôt: «Qu'est-ce que ça impliquerait?» voire même: «Jusqu'où suis-je prêt à aller?» L'enjeu ne serait alors plus, vais-je parvenir à, duper mon interlocuteur? Mais quelles sont les conséquences de mes mensonges? Ou bien, ça ne serait plus: «Est-ce que mon coup de hache va porter?» mais, par exemple, qu'advient-il quand on choisit la violence? On passe alors d'une logique centrée sur la réussite ou l'échec à une logique centrée sur la décision elle-même. Dans cette perspective, ce qui fait avancer le jeu n'est plus simplement le résultat d'une action, c'est le choix de mener cette action et surtout les conséquences de ce choix à court, à moyen ou long terme. Bon, mais si on met de côté l'aléatoire, est-ce qu'il y a encore une place pour la surprise? Si les conséquences découlent des choix des PJ, est-ce qu'on ne tombe pas dans une forme de déterminisme prédictible? En réalité, réduire la part d'aléatoire ne signifie pas supprimer l'incertitude. On la transforme. On passe d'une incertitude statistique, liée aux probabilités des dés, à une incertitude situationnelle, relationnelle, morale. La plupart des MJ en ont déjà fait l'expérience. Essayer d'anticiper ce que vont chercher à entreprendre les joueurs et joueuses, c'est souvent un exercice voué à l'échec. Même sans dés, les interactions entre PJ, PNJ et monde produisent constamment des situations nouvelles. Les décisions se répondent, les conséquences s'accumulent, les dynamiques imprévues émergent. C'est d'ailleurs l'un des principes fondamentaux du jeu en bac à sable. Le monde réagit aux actions des personnages et ces réactions deviennent à leur tour la matière des intrigues suivantes. L'histoire n'est pas écrite à l'avance, elle émerge des décisions et de leurs conséquences. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de rôle SOT de Steve Aoki. C'est un burst, donc c'est-à-dire un jeu campagne qui dure à peu près, 2 à 3 sessions environ, très bac à sable. Ambiance Lovecraft et Breaking Bad, la rencontre un peu improbable. Les joueurs et joueuses incarnent non pas des investigateurs, mais des cultistes qui cherchent à mener des rituels sacrificiels pour invoquer une entité cosmique, tout en essayant de maintenir une apparence de vie normale pour ne pas attirer l'attention. C'est un jeu sans hasard. Toute action entreprise réussit, mais entraîne des conséquences. C'est le principe de la réussite partielle, le «oui, mais». Par exemple, j'entreprends d'assommer mon voisin et de le fourguer dans le coffre de ma voiture pour le sacrifice rituel de ce soir. L'action réussit, mais
il y a de fortes chances qu'il se réveille juste au moment où la police m'arrête pour un contrôle routier, contrôle pour excès de vitesse, justement parce que je ne veux pas arriver en retard au rituel, présence policière justement renforcée suite aux découvertes des crimes rituels des derniers jours. Et si, dans la panique, je décide de faire une marche arrière sur l'agent, pour qu'il n'ouvre avant qu'il n'ouvre le coffre, l'action réussit. Mais on voit immédiatement comment la situation risque encore d'empirer. Chaque décision crée de nouvelles conséquences et chaque conséquence appelle une nouvelle décision. Réaction en chaîne, effet boule de neige. Et si on multiplie ça par 4 ou 5 PJ, on obtient vite un chaos imprévisible et particulièrement stimulant. Et le tout sans aucun jet de dés. Car toutes les conséquences découlent directement des décisions des personnages et les personnages sont sans cesse mis face à la responsabilité et aux conséquences de leurs actes. Heu, je vais aussi mentionner le Free Kriegspiel Revival, FKR. C'est une mouvance du jeu de rôle qui s'inspire du Kriegspiel, un wargame militaire prussien du 19e siècle, dans lequel le jeu de rôle trouve justement une partie de ses origines. Dans sa variante appelée Free Kriegspiel, la résolution des actions ne reposait plus sur des tables de règles ou sur le hasard, mais sur l'arbitrage d'un officier considéré comme plus pertinent pour juger la situation. Un rôle d'arbitre qui s'apparente à l'une des toutes premières occurrences ou premières formes du rôle de MJ de l'histoire. Le Free Kriegspiel Revival cherche aujourd'hui à réexplorer cette approche. Et ces principes sont relativement simples. Il n'y a généralement pas de système de règles. La cohérence de l'univers et des personnages sert de cadre de référence au jeu. L'arbitrage repose essentiellement sur le ou la MJ. La confiance est essentielle et le hasard n'est utilisé qu'en tout dernier recours, lorsqu'aucune autre solution ne paraît satisfaisante. Le credo du Free Kriegspiel Revival, c'est: «Tout peut être tenté». Car même le système de règles le plus complet ne peut pas prévoir toutes les situations possibles, alors qu'un ou une MJ peut adapter son arbitrage à la situation. Arbitrer, ce n'est pas sale. Au contraire, c'est s'engager dans la co-construction de l'histoire. Et je vous propose justement quelques outils utiles pour arbitrer sans recourir à l'aléatoire. Avant tout, en prérequis, on vient d'en parler, la confiance. Sans confiance, il est difficile, voire impossible, d'établir une dynamique collective, positive et saine. Et en réalité, cette confiance est importante, quel que soit le type de jeu pratiqué. Une fois ce cadre posé, on peut s'appuyer sur 3 critères simples pour guider l'arbitrage. Premier critère, le fair play. La première question à se poser, c'est: est-ce que l'issue envisagée sert le plaisir de jeu et respecte-t-elle les limites et la sécurité émotionnelle de tout le monde? Le but n'est pas d'aller forcément dans le sens des joueurs et des joueuses, mais de maintenir une dynamique de jeu saine et engageante pour tous. Deuxième critère, l'intérêt dramatique. Est-ce que l'issue crée de la tension, du dilemme, de la responsabilité? Est-ce qu'elle enrichit l'histoire à court, moyen, long terme? Une issue intéressante est souvent celle qui ouvre de nouvelles perspectives narratives. Troisième critère, la cohérence. L'issue respecte-t-elle la logique du monde, des personnages et du genre que l'on cherche à émuler? Par exemple, un PJ provoque un officier tyrannique en duel devant la foule.
On va essayer alors de proposer une issue et des conséquences qui respectent le fair play, l'intérêt dramatique et la cohérence sans jeter les dés. On pourrait alors imaginer que le personnage remporte le duel. On pourrait aussi imaginer l'inverse, hein, c'est une piste proposée. Remporte le duel, mais au prix de graves blessures. Et on dézoome. La foule, témoin de la scène, l'acclame. Pour la première fois, elle réalise qu'il est possible de résister à la tyrannie. Mais cette humiliation publique ne restera pas sans conséquence. L'autorité publique ne pardonnera pas cet affront. Le PJ s'est fait de nouveaux ennemis. Et le pouvoir en place pourrait bien répondre en renforçant les mesures de contrôle et de répression. L'issue proposée est fair play, dramatiquement intéressante et cohérente. Il ne reste plus qu'à décrire la scène en mettant l'emphase sur les éléments importants et établir les nouveaux enjeux. On pourrait croire qu'arbitrer ainsi, c'est un exercice difficile, mais avec un peu d'habitude, ça devient rapidement un réflexe intuitif. Et en cas de doute, rien n'empêche de solliciter l'avis de la table. Pour conclure, on pourrait résumer les choses ainsi. Les dés répondent à la question: «Est-ce que ça marche?» L'agentivité répond à la question: «Qu'est-ce que ça change?» Les dés sont sans aucun doute un outil puissant et il ne s'agit pas de s'en débarrasser complètement, mais d'en re-questionner les usages. Lorsqu'on remet par contre la décision, les choix au centre du jeu, on peut gagner en engagement, en responsabilité et en profondeur. Moins de hasard ne signifie pas mécaniquement moins de jeu, mais ça peut signifier plus de choix assumés. Et pour terminer, je me permets un tout petit instant, auto-promo. Si jamais ce mode de jeu, sans hasard vous intéresse ou à minima vous intrigue, sur notre chaîne, la Cour des miracles JDR, vous trouverez un actual play du jeu SOT dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, ainsi qu'une campagne de Vampire la Mascarade entièrement sans hasard et où les décisions des PJ et leurs conséquences sont au cœur de la dynamique de jeu. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre attention. Non, c'est bon. Alors pardon, Ouais. j'entends rien, je me demande si mon casque m'a pas lâché Ah, tu ne en m'entends pas cours de là? Ah route. non, 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 non. Non, ça Heu devrait être bon, ça devrait être bon. ah c'est bon, parfait, C'est tout bon. merci. Non, c'est moi. J'ai pas rallumé le micro correctement. Parce que je Euh, l'ai entendu me notifier que la batterie ça allait pas du tout, je ok. risque un moment de Bah, n'hésite pas s'il faut que tu recharges ton casque. je vais ouais, je pour le moment ça va et si jamais, un moment je fais signe et je dois Ok. l'enlever, ça sera le temps de rebasculer sur les enceintes. J'essaierai de faire en sorte que vous entendiez pas en écho, Eh ben, pas le de temps que le problème. casque recharge un peu. Ouais, alors effectivement, déjà, effectivement, pour les personnes qui souhaitent oui, pour les personnes qui souhaitent un petit peu en savoir plus sur ce que tu fais, donc tu as cette chaîne YouTube dont tu parles, en fait on peut la retrouver dans le chat, tu as commenté tout à l'heure sous le nom de Cours des miracles JDR, donc il est possible de cliquer dessus et de pouvoir accéder à cette chaîne, donc je ne l'ai pas précisé en introduction, tu es effectivement donc comédien, metteur en scène, concepteur d'escape game notamment, mais concepteur de jeux peut-être plus largement, et puis meneur de jeux professionnel. Donc voilà, je n'étais pas rentré dans ces détails-là tout à l'heure. En tout cas, merci pour cette présentation extrêmement riche et puis très structurée sur la question du hasard, de l'engagement. Moi, j'étais resté un peu. Enfin, je vais te proposer une première question. Ouais, voilà, ça chamboule les habitudes. C'est un peu ce que
ce que relèvent certaines personnes dans le chat. Et effectivement, ça Ça me fait chamboule plaisir. les habitudes. Néanmoins, je me posais la question, donc tu dis que d'une certaine manière, cette manière d'arbitrer met de côté le hasard. En tout cas, j'ai l'impression que malgré tout, il y a toujours cet ingrédient fondamental, cette espèce d'équilibre, en tout cas ce mélange entre la question de la gentilité et en même temps le fait de se passer ou de se priver d'une certaine forme de contrôle. Et j'ai l'impression qu'avec la question de l'arbitrage tel que tu l'évoques, en fait, on garde l'élément, l'ingrédient qui a l'air d'être fondamental, qui a l'air d'être celui qu'on recherche quand on joue au jeu de rôle, c'est-à-dire de se priver d'une certaine forme de contrôle aussi, mais cette fois elle est incarnée plutôt, cette privation de contrôle. Ou en tout cas elle est partagée entre les individus, entre les humains qui sont à l'intérieur du jeu, quoi. C'est plus les statistiques, c'est plus les dés qui prennent le contrôle, mais disons qu'il y a un partage du contrôle entre les différents humains autour du, euh, de la table, quoi. Mais il y a toujours, enfin, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut pas dire que le hasard est préservé, il est juste incarné différemment? Oui, peut-être qu'au lieu de parler de hasard, on pourrait parler de théorie du chaos à ce moment-là. C'est le côté, les les PJ battent des ailes au Mexique et ça provoque une tornade, au Texas, pour peu qu'on joue en bac à sable et qu'on soit très attentif aux actions des PJ et qu'on rebondisse sur leurs conséquences avec ou sans hasard, mais que déjà on prenne de la distance vis-à-vis, de scénarios peut-être plus linéaires, plus écrits. Déjà, on peut s'amuser avec ces enjeux de conséquences et un petit peu de phénomènes chaotiques. Et pour peu qu'on enlève véritablement le hasard, et ben, là surtout, c'est qu'on voit vraiment l'impact des décisions des PJ parce que ça n'est plus, entre guillemets, «parasité» par le hasard, où finalement, en fait, les conséquences sont un mélange, mais difficilement perceptible, des décisions des PJ, des actions qu'ils mènent et d'une part de hasard. Là, quand on met le hasard vraiment de côté, on s'aperçoit que, bah, tout découle véritablement des décisions et des actions et en réalité, ça a quelque chose de vraiment très stimulant, parce que ça permet de donner un sens déjà à la planification, quand bien même au final la situation finit toujours à un moment ou un autre par échapper à tout contrôle. Et donc, dans la planification, souvent la planification, ça agace un petit peu les gens parce que ça prend parfois du temps, mais ça fait aussi partie de ce jeu, véritablement de se sentir investi et pas juste d'être en réaction aux événements, ce qui parfois peut être le cas quand on se retrouve à lancer les dés, à réagir à une situation, mais là véritablement d'embrasser la situation, de la prendre et de se lancer dans ces thématiques-là. Et quand on met le hasard de côté, eh ben, on voit justement les conséquences, on n'arrive pas toujours à les anticiper, des fois oui, des fois non. C'est aussi là qu'il y a un intérêt à, à- à emmener aussi, les conséquences dans des directions qui parfois pourraient être, justement surprenantes, inattendues et ça pousse tout le monde en fait à se pencher vraiment sur ce qu'on est en train de jouer et pas uniquement à, mmh, à, mmh, à être parfois un peu spectateur et du scénario tel qu'il est écrit, du point de vue du MJ qui se retrouve peut-être à restituer quelque chose qui a été préparé en amont, et les joueurs et joueuses à réagir à un scénario, mais véritablement tout ça à investir d'autant plus. C'est un outil comme il en existe d'autres, mais véritablement à l'engagement. Et en réalité, on retrouve ça aussi dans le GN. Laurence en parlait tout à l'heure, et je trouvais que ça résonnait énormément avec ce qu'elle disait. C'est qu'en GN, il y a très, très peu d'aléatoires. Ce sont les actions de l'ensemble des PJ à une échelle bien plus importante généralement qu'une table de joueurs et de joueuses, une table de jeu de rôle. Et pourtant, elle témoignait elle-même d'événements complètement inattendus, surprenants, hasard ou en tout cas pas du hasard des dés, mais plutôt d'un ensemble de facteurs qui pris ensemble donne une impression de oui, de chaos plus que peut-être de chance. Je trouve que Désolé, c'est c'est un peu long comme, Non, non, mais moi je trouve que c'est super intéressant. Les gens sont ravis de ta présentation. Je te relayerai leurs questions juste après. Mais merci là, beaucoup. ça m'évoque le fait que en GN, disons que
la question de ces conséquences-là, elle est diluée entre les participants parce que chaque participant représente un fragment du monde qui a ses intérêts, qui a ses intentions, qui a ses motivations, etc., etc. Là où est-ce qu'il n'y a pas justement tout qui converge, on va dire, enfin le groupe est quand même une entité qui est plutôt uniforme en général, le groupe de joueurs, c'est-à-dire ils vont avoir alors ils n'ont pas les mêmes fonctions, mais ils vont un peu au même endroit et puis ils font tout au même moment ensemble, etc. C'est-à-dire que enfin, il y a moins d'espace fragmenté, différencié, ce qui fait que tout va converger vers le meneur de jeu, ce qui fait que, est-ce que ça fait pas reposer quand même quelque chose d'extrêmement lourd, ou est-ce que ça demande pas une gymnastique quand même, une capacité à la fois d'être dans le moment et en même temps de pouvoir fantasmer un petit peu, de partir dans l'esprit sur les conséquences qui vont un peu déboucher comme ça et puis se développer en fait, de manière extrêmement riche dans le monde, quoi. Est-ce que c'est pas, ça met pas dans une posture qui est, enfin, comment tu le vis toi? Est-ce que c'est pas une posture intenable parfois? Est-ce que tu le fais avec aisance? Enfin, comment est-ce que tu rencontres des difficultés ou? Bah, intuitivement, effectivement, on pourrait penser que c'est plus difficile parce que ça met justement le MJ face à le ou la MJ face au fait de devoir, lui-même ou elle-même réagir aux conséquences et prendre vraiment toute la responsabilité. En réalité, c'est peut-être contre-intuitif ce que je vais dire, mais je trouve que c'est plus simple. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on lance les dés, et c'est souvent le cas, enfin en partie de jeu de rôle classique, on va dire, on lance souvent les dés et derrière, on demande au MJ d'interpréter immédiatement le résultat d'un jet de dés, sans recul. C'est de suite le jet de dés, il faut que de suite on ait une réponse. On peut pas dire: «Bah, écoute, je te réponds, dans 5, 10, 15 minutes». Quand il y a pas de hasard, en position de MJ, on se met à être juste attentif à ce qui est en train de se passer et on voit en fait les choses se préparer, se découler et à mesure qu'on voit les PJ réfléchir à voix haute ou mener des actions, on peut d'ores et déjà projeter. OK, d'accord. Là, je sens que, elle va lancer telle ou telle action. D'accord, elle est en train de formuler telle action. Bah, en fait, j'ai pas besoin d'attendre le jet de dés pour savoir si ça va réussir ou ça va échouer. Je peux déjà me projeter. De la même manière qu'en réalité, les joueurs et joueuses le font eux-mêmes et hem et on peut le faire du coup à court, moyen ou long terme. On a aussi moins la pression de l'échéance puisque justement comme les jets de dés, ça incite à donner une réponse immédiate à une conséquence et une résolution immédiate. Quand on n'est pas là-dedans, qu'on se dit juste: «OK, vous lancez un combat, très bien. Comment vous y prenez pour le combat?» Bah, à ce moment-là, en fait, on s'investit dans la scène, on raconte l'histoire, on met de l'emphase sur, la tension, le danger, le côté cinématographique, les mouvements, on se fait vraiment plaisir et puis, à mesure des actions, de leur pertinence, de la planification, est-ce que les PJ y sont allés vraiment, comme ça ou est-ce qu'ils ont essayé vraiment d'y aller stratégique? Est-ce que la dernière fois ils ont brillé ou est-ce que la dernière fois ils ont plutôt pris une rouste? Comment on équilibre pour faire en sorte de surprendre, de jouer avec ses conséquences, de retourner les attentes? Et en réalité, c'est assez agréable et ça met dans une position, en réalité, moins justement très neutre, très «froide» entre guillemets qu'on pourrait attendre d'un MJ impartial, avec son scénario, derrière son écran, avec les dés qui en plus servent d'intermédiaire. Mais là, on a vraiment une table où tout le monde joue ensemble, où on réagit, où c'est vivant. Et je trouve qu'il y a quelque chose de, pour le coup, beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus harmonieux. Et ça incite d'autant plus à la co-construction et vraiment au jouer ensemble. Et ça, en fait, ça incite à l'écoute et à l'écoute de tout le monde parce que, le ou la MJ va être à l'écoute de l'atmosphère de la table. Est-ce que là, on veut plutôt, ellipser le combat parce que le but c'est de passer vite et que c'est pas très intéressant parce qu'on en a fait un, plus intéressant précédemment? Ou est-ce qu'au contraire, là, il y a des enjeux, donc on va vraiment mettre l'accent sur les enjeux, mettre, braquer le projecteur sur la violence, sur, le déséquilibre, ce genre de choses. Bah, du coup, on peut se concentrer là-dessus et et mmh et ça imp et du coup, ça rend tout le monde d'autant plus attentif et vigilant,
aux éléments qui sont amenés dans le jeu. Alors que quand on est, justement dans un tour de table classique et ben, chacun est en train de gérer ses propres compétences de son coin dans son coin. Quand c'est pas son tour, on attend peut-être un peu. Je caricature évidemment, il y a un monde entre les 2. Mais c'est mine de rien une interface qu'on rajoute et que sans hasard, on peut enlever et s'investir d'autant plus dans la partie elle-même. Et du coup, je rebondis sur la question de Robin. Est-ce que, il y a une place pour l'échec dans tout ça? Est-ce qu'il peut arriver qu'à un moment donné, dans cet arbitrage, il y a l'idée de dire: «Bah, non, là, cette action-là échoue» ou est-ce que comment se gère l'échec dans ce contexte-là? Est-ce que même il a une place? Ouais. En fait, à ce moment-là, il faut plutôt définir la notion d'échec parce que parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à dézoomer à court, moyen ou long terme, il y a pas tant d'échecs et de réussites, il va y avoir juste des rebondissements. Donc effectivement, un échec, d'une action à court terme, par exemple dans l'exemple que je prenais tout à l'heure, d'un duel qui serait raté, on peut décider d'un arbitrage de: «Bah, écoute, tu as été trop orgueilleux par rapport à, au fait voilà, par rapport à cet officier tyrannique. S'il est en place, c'est parce que voilà, on va estimer qu'il arrive justement à faire front à toutes les menaces et donc bah, tu vas te casser les dents dessus. Mais potentiellement, derrière, qu'est-ce que ça va amener? Tu as essayé. Quels sont, je ne sais pas, les éventuels rebelles qui vont venir te dire, toi, tout seul, tu peux pas faire grand-chose, mais ensemble, on peut faire des choses. Donc en fait, tout dépend comment on rebondit. Et pour ça, ça demande une histoire à nouveau d'écoute. C'est, si les personnages, ils ont tendance à prendre de la confiance, et ben, un petit coup derrière la nuque une fois de temps en temps, ça rappelle le danger. Si on livre toujours une réussite, en fait, on perd en intérêt dramatique et on perd même dans ce critère de fair play. Puisque finalement, dans le fair play, il y a aussi une notion un petit peu de ludique. On vient pour s'amuser, on veut du beau jeu. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit attentif, à ce que de temps en temps, il y ait des réussites, de temps en temps, il y ait des échecs. Pareil, si à un moment, on commence à avertir que, là, si tu t'acharnes dans cette direction, ça risque de mal se passer. Tu n'as pas, tu n'as pas les conditions requises, enfin, ne sont pas là pour te permettre de réussir. Est-ce que tu veux quand même y aller? Eh ben, si pour le beau jeu, on a un personnage qui décide d'y aller, bah, ça veut dire qu'il est prêt à en assumer les conséquences, y compris les plus dramatiques et dans ce cas-là, let's go. Donc en fait, à nouveau, il y a pas de réponse évidente, c'est des réponses à plein de niveaux et ensuite, c'est aussi une gestion à nouveau de la confiance et du fait de régulièrement échanger avec sa table pour savoir, ça vous va l'équilibre? Comment vous le sentez? Et une autre option aussi, c'est de dire: «Bah, tiens, ce duel, est-ce que tu le remportes ou est-ce que tu l'échoues?» Là, on tombe dans l'émergent, on distribue, la responsabilité autour de la table. On parlait tout à l'heure de beaucoup de poids et de responsabilité sur les épaules du MJ. C'est une occasion justement, dans un moment décisif, de dire: «Mais qu'est-ce que vous en pensez?» Là, on est dans un moment vraiment charrière du scénario. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait croire intuitivement que les PJ vont avoir tendance à aller dans leur sens. En réalité, ils sont parfois plus durs avec eux-mêmes parce qu'ils veulent justement du drama que ce que le ou la MJ pourrait leur infliger. Donc, en fait, à nouveau, c'est plein d'outils, mais à partir du moment où on met l'écoute au centre et aussi peut-être dans le cadre d'un contrat social, de dire: «Est-ce que vous voulez quelque chose, de très pulp à la Indiana Jones?» Et au final, vous finissez toujours par vous en sortir, quand bien même ce serait avec perte et fracas? Ou est-ce que vous voulez plutôt quelque chose de particulièrement gritty, sombre et où le moindre faux pas peut être décisif? Bon, ben ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on s'accorde et ça peut induire du coup dans ces différents critères de fair play, d'intérêt dramatique et de cohérence de l'univers aussi. Selon l'univers dans lequel on joue, eh ben, une action aura plus ou moins de chances de réussir, mais cette chance, elle sera, elle sera pas du fait d'un jet de dés, mais d'une prise de parti, d'une intention. Au même titre que, de voir un petit peu comme le jeu de rôle comme un roman en coécriture et de la même manière que quand on lit un roman, il y a certainement assez peu de chances pour que,
le romancier ou la romancière ait jeté des dés à un moment pour savoir ce qui se passe, mais plutôt ait cherché à savoir ce qui était le plus intéressant dramatiquement, bah, finalement, c'est un petit peu sur ces intentions-là qu'on essaye de construire. Parce que c'est vrai qu'en fait, le jeu de rôle, heu, est peut-être, une des seules ou la seule forme de fiction où on a des où à un moment, on s'est dit qu'on avait besoin de l'aléatoire. Alors que écrire un scénario de film, écrire un roman, les GN, les soirées enquêtes, en fait, on n'en a pas besoin. On part du principe que soit il y a une idée dans le cadre d'un roman, on l'écrit seul ou à plusieurs mains et éventuellement on se met d'accord, soit, eh ben, on intègre plusieurs personnes dans le processus narratif, GN ou le JDR sans hasard. Et on s'aperçoit qu'en fait, rien que mettre plusieurs esprits investis et stimulés dans une situation, eh ben, en fait, ça génère de toute façon des rebondissements et parfois même plus inattendus encore que par le biais d'une mécanique 2D. Est-ce que, tu penses que la question me vient là, même s'il y en a plein d'autres qu'il faut que je te pose, de du chat, mais Je vais essayer de faire plus court, désolé. ah non, mais il y a pas de problème, c'était pas du tout pour remettre en question, c'est tes réponses sont riches et donc ça génère d'autres questionnements. Est-ce que tu penses que enfin, c'est l'idée qui me vient là, que la question des G2D, de l'aléatoire, vient du fait d'une certaine manière qu'on ne fait pas confiance à cette capacité-là, qu'on ne se fait pas confiance sur cette capacité justement à générer en fait du récit, à générer des Mmh. péripéties, à générer des obstacles. Est-ce que ça viendrait pas un peu pour essayer de baliser ça, alors qu'en fait, comme tu le dis, dès lors qu'on met des gens ensemble autour de cette tâche-là, qui est celle de raconter une histoire, en fait, ça émerge. Alors c'est drôle parce qu'en plus historiquement, j'ai cité le Kriegspiel comme référence, du JDR. Le JDR ayant, tiré une partie de ses origines dans le Kriegspiel, premier wargame qui ensuite en a donné d'autres. Et je vais pas refaire toute l'histoire du JDR, mais dans les 2 figures fondatrices de Donjons& et Dragons, on avait, Gary Gygax qui vient du Wargames et Dave Arneson qui lui, pour le coup, est passé, par une phase où, l'aléatoire n'était pas forcément le système de résolution par défaut, mais l'arbitrage du MJ. Et notamment parce que, les MJ, eh bien, maîtrisaient en fait, les règles étaient complexes et donc on avait besoin justement d'un MJ qui maîtrise vraiment les règles, hem, au point que les joueurs n'avaient pas forcément besoin de les maîtriser eux-mêmes et donc du coup faisaient confiance et au point que des fois on lançait les dés, mais c'était pas toujours le cas. Des fois c'était un petit peu, au jugé. Ça a été reproché à Arneson parce que justement il n'avait pas spécialement de critères et donc des fois il y avait parfois des déséquilibres. Mais au moment de constituer Donjons& et Dragons, s'est posé la question de: «Mais est-ce qu'on met un système ou pas?» Et la raison pour laquelle, outre le fait qu'ils en utilisaient aussi pour leur propre jeu, une des raisons pour lesquelles l'aléatoire a été implémenté dans le JDR, c'est parce qu'en fait, ils ont fait un constat, c'est: «OK, jusqu'à maintenant, on joue à nos propres JDR dans notre coin de manière pas professionnelle, mais à partir du moment où du coup, on va publier un jeu, on va rendre le jeu accessible à tout le monde. On peut plus demander à ce que les arbitres, les maîtres du jeu, les maîtres du donjon soient, maîtrisent la fiction, parce qu'ils ont un peu de bagage et qu'ils maîtrisent ces outils-là. Il faut qu'on mette un outil à la disposition des néophytes. Et donc du coup, le hasard n'est pas né à ce moment-là, il était déjà présent dans d'autres jeux, mais il a été vraiment impliqué là-dedans. Donc la publication elle-même est en partie responsable de la décision d'implémenter de l'aléatoire en jeu de rôle. Donc on peut imaginer une timeline différente dans lequel l'aléatoire n'est pas si important que ça en jeu de rôle. Et donc du coup, bah, notamment le Free Kriegspiel Revival cherche à aller creuser de ce côté-là. Du coup, le premier jeu dont tu parlais, est-ce que tu peux, l'épeler du coup? Le jeu, c'est SOTH, SOTH? SOTH, de SOTH. Steve Aiki. OK, ça marche. Du coup, on a une question dans le chat. Alors, il faut que je remonte, je l'ai paumé. Tac. Tu mentionnes l'utilisation, donc en fait de, Cthulhu, de vampires qui est plutôt contemporain.
Quid dans d'autres univers, en fait? Le G2D dans des univers plus surréalistes apporte également un cadre de risque aux joueurs pour rester dans les compétences de leur PJ. C'est Florent qui pose cette question-là. Du coup, dans d'autres univers, est-ce que ça reste adapté, cette manière de fonctionner? Tu dirais, où il y a la question ouais, fantaisiste, surréaliste? Pour moi, c'est plus une histoire d'intention que de genre. Après, tout dépend si, en fait, si l'intention, c'est de se dire: «On va jouer avec, des notions de dilemme, de choix et de conséquences plutôt que du hasard». Bon, ben, on peut imaginer à ce moment-là que ça peut avoir du sens dans plein d'univers. Game of Thrones, par exemple, qui est vraiment une espèce de partie d'échecs sur le long terme, entre divers protagonistes. Les jeux d'échecs étant eux-mêmes, une inspiration du wargame. Donc, si on remonte la filiation avec le jeu de rôle, on y vient aussi. Donc à partir du moment où on veut implanter dans un JDR une notion de cause et de conséquence, hem en mettant au centre du jeu, bah, justement les décisions et les actions des PJ, ça peut s'appliquer. Si derrière par contre on veut quelque chose, où finalement c'est pas ça qui nous intéresse, les enjeux à court, moyen, long terme, enfin à moyen, long terme, on veut juste de l'immédiat et on veut des choses qui partent vraiment dans tous les sens, et on veut quelque chose qui déstructure complètement et qui casse heu, justement les attentes et les décisions, à ce moment-là, le hasard sera peut-être un outil plus pertinent. Mais ça pose à nouveau, en fait, juste la question du dosage. Parce qu'on peut très bien dire, on joue essentiellement avec, enfin, on pourrait imaginer une partie, par exemple, de Game of Thrones où à nouveau tout se fait par, cause et conséquence et à un moment, sur une décision particulièrement importante, on te dit: «Bah, là, vous jetez les dés». Donc en fait, tout dépend, ce sont des outils et en fait, c'est ça, on pioche dans la boîte à outils en fonction des besoins. Mais après, si on veut faire du, je sais pas, du dungeon crawling où on part du principe que de toute façon, on sait où sont les pièges. Si vous marchez sur cette case-là, ils se déclenchent quoi qu'il arrive. Bon, bah, à nouveau, on est dans de la cause et de conséquences. En réalité, en fait, on arbitre déjà en permanence, ne serait-ce que pour décider quand est-ce qu'on estime pertinent de faire un jet ou pas un jet. Bon, bah, il suffit à un moment de dire: «Bah, celui-ci, on le met de côté parce que on a d'autres critères» et en plus, ça nous arrive des fois de dire: «Bah, là, en fait, on va pas lancer un combat parce qu'on n'a plus le temps, venez, on l'ellipse comme ça». Hem, Sauf que là où des fois, c'est un peu du bricolage et on s'en excuse presque, parce qu'on a l'impression de faire une entorse aux règles. Moi, là, ce dont je parle, c'est juste de dire, en fait, d'assumer le fait que, c'est légitime de un moment reprendre la main sur la fiction et de dire: «Attendez, là, les GD sont en train de créer une situation qui devient de plus en plus ingérable ou sinon on fait que des échecs, le combat n'avance pas». Et ben, à un moment de dire, «Là, je sens qu'on a besoin d'avancer, avançons et avançons dans cette direction». Ouais, ouais, c'est super intéressant, hein, comme approche, ça fait, bah, je reprendrai après tout à l'heure. On a une question de Laurence qui nous dit: «Est-ce que tu penses que le jet de dés et l'attente qu'il y aurait à voir, et l'attente qu'il y a avec le jet de dés aurait quelque chose à voir avec le joueur au casino qui relance toujours le dé pour la chance?» Elle parle d'une dynamique un peu addictive comme ça. Est-ce que tu vois un peu les choses comme ça? Et moi j'entends derrière, au détriment en fait de la narration, lancer le dé pour voir le résultat, plutôt qu'en fait vraiment en cohérence avec la question de la narration. Mais enfin là, c'est moi qui extrapole un petit peu. Mmh. Bah, le jeu de rôle, c'est plein de choses. C'est de la narration, il y a un côté très, théâtre d'impro et puis si je parle de ça, c'est aussi parce que moi je viens plutôt de là. Mais il y en a d'autres qui vont avoir une approche qui vient beaucoup plus du jeu de plateau ou du jeu de société. Donc en fait, c'est juste que le jeu de rôle, c'est un mélange de plein de choses. C'est du roman, c'est du cinéma, c'est de la musique, c'est de la mise en scène, c'est enfin moi je le vois parce que je vois à quel point tout ça s'alimente mais c'est aussi du jeu de société et donc ben, je serais pas capable d'établir, on va dire, la sociologie ou la psychologie derrière le jeu de société et la raison pour laquelle on aime le hasard ou on aime, je sais pas, d'autres enjeux, la compétition, mais
mais peut-être en partie et puis après il y a aussi le fait, ce que je l'avais mis dans la prise de parole avant, le côté aussi totem du jet de dés. Le jet de dés, c'est enfin le totem aussi du dé à 20 faces, du dé enfin je veux dire qui n'existe pas ailleurs. C'est presque identitaire, surtout étant donné qu'à une certaine époque, les rôlistes c'était des petites communautés, plus ou moins dans des caves ou dont on savait pas précisément, ce qu'ils faisaient. C'était très très obscur, très ésotérique, parfois même, considéré au sens propre. Il y a une oui, je pense qu'il y a aussi un peu un fétichisme légitime, hein, du dé, du jet de dés et qu'il y a aussi, oui, peut-être aussi la, mmh, oui, le frisson du hasard et de se dire: «Là, je fais tapis, donc oui, oui, certainement et il faut pas le négliger. C'est un outil qui peut être super intéressant, faut juste en fait pas que ça devienne le réflexe par défaut, dès qu'une situation une situation se provoque, que le premier réflexe, ce soit de regarder la fiche pour savoir, comment surmonter l'action. Alors que oui, peut-être que j'ai +3 sur ma hache de guerre, mais ce serait tellement sympa à un moment de dire: «Bah, je prends du sable et je lui jette dans les yeux». Et peut-être qu'à ce moment-là et on le fera peut-être jamais parce que les statistiques ne seront pas en faveur de ça, mais en réalité, on l'a tous vu dans un film et on a envie aussi de raconter ces belles scènes, qu'on peut voir dans des films de KPDP et là, je parle du combat, mais ça peut être sur plein d'autres sujets. Ouais, c'est dans la continuité de ce que tu dis là, on a un commentaire là sur Discord plutôt. C'est une personne qui nous dit que dans son approche du jeu de rôle et dans sa manière de faire tester le jeu de rôle parfois à des gens qui ne connaissent pas, enfin, dans son approche, voilà, elle dit: je fonctionne beaucoup en impro, j'ai tendance à très peu faire jeter les dés. Or, l'une des parties test avec quasiment que des débutants, la remarque que j'ai eue, c'est on s'attendait à beaucoup plus de lancers de dés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée aussi, même pour effectivement les néophytes, que le jet de dés fait partie intégrante du jeu de rôle, donc ça poursuit un peu cette idée que tu dis, enfin que tu développes autour de la totémisation, un petit peu de la fétichisation du dé. Et c'est vrai que ça bouscule d'une certaine manière les représentations et les codes de quelque chose enfin voilà, qui semble très très fermement ancré. On a on a une question aussi. Alors, oui, est-ce qu'un format où chaque action réussit induit chez les joueurs des comportements différents que ceux observés dans un format plus classique avec des dés? Par exemple, est-ce qu'il y a plus d'autocensure ou au contraire, est-ce qu'on observe d'autres formes d'interaction et des spécificités à ces formats-là? Alors du coup, quand on parle de toute action réussie, c'est reprendre l'exemple de SOT en particulier qui propose que toutes les actions, ce soient des réussites partielles, parce que pour le coup, c'est pas des réussites, strictes. Il y a Ok. quand même une part de il y a quand même une part de rebondissement au-delà de la réussite. Est-ce que c'est, au regard de ça ou est-ce que c'est une autre situation? Je pense que c'est de ça dont il s'agit. OK. Parce que si l'idée c'est de dire, toutes les actions réussies strictement, bon, bah, à tester, à voir dans quel moment est-ce qu'à un moment à voir dans quelle mesure est-ce qu'à un moment ça manque pas de rebondissement. Mais par contre, si on parle de, réussite partielle, c'est surtout que ça induit, dans le cadre de SWOT en particulier, ça induit une forme de course enfin le fait de, une éternelle chute en avant. On est en perpétuel rattrapage de la connerie qu'on vient de faire. Donc on réussit le fait de rattraper cette connerie tout en causant une plus grosse encore. Et ça crée une dynamique qui du coup, est vraiment exponentielle et qui mène vers des climax qui sont complètement tonitruants. Et ce qui est cool avec, SOT, c'est que justement, en fait, il induit ça et donc quelque chose d'extrêmement dynamique, et où on se sent en plus responsable de toutes les conséquences et en plus on fait des actes horribles. C'est vraiment le jeu est là pour ça. Il a quelque chose de vraiment exutoire et on peut jouer avec ça. Ça, c'est parce que c'est une, proposition particulière. Maintenant, sur d'autres jeux, il faut certainement moduler pour éviter d'être, continuellement dans une course effrénée dans laquelle on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de prendre du recul et où on monte toujours plus et il arrive un moment, en fait, on peut plus le tenir. Donc,
Oui, ça induit, certainement des réflexes différents. Moi, le réflexe que je vois le plus dans le fait de jouer sans les dés, c'est le fait que les PJ réfléchissent beaucoup plus aux conséquences de leurs actions. Ils essayent d'autant plus d'anticiper le: «Mais attendez, mais si on fait ça, est-ce qu'on va pas se retrouver comme ça?» Ils se posent aussi des questions morales. En fait, ça apporte plein de sujets que, bah, quand ce sont juste les dés ou les compétences, qui servent d'interface, en fait, on passe le scénario et le personnage au tamis d'une fiche technique et on peut perdre une partie de véritablement l'engagement et le fait de dézoomer. Il y a plus de fiches de perso, il y a plus de dés, donc du coup, il y a plus quoi que ce soit auquel se raccrocher pour un moment, décider et s'engager. Ouais, c'est intéressant parce que ça pose d'autres questions qui sont plus globales aussi sur la place qui est faite aux statistiques et à quel point est-ce que ça peut gommer aussi la question du rapport aux statistiques et à la statistique, à la technique, peut gommer aussi l'aspect relationnel et les implications interactionnelles, intersubjectives comme ça Mmh. entre les gens. Donc ça peut mener à plein de développements. Alors on aura une dernière question certainement pour ce soir. Est-ce que tu appliques, donc c'est Florent toujours, est-ce que tu appliques cela avec une table avec laquelle tu as l'habitude de jouer où la confiance est là, puisque tu as nommé la confiance comme étant une des caractéristiques fondamentales, ou est-ce que tu as aussi testé ça avec des inconnus, en fait, avec des gens que tu rencontrais, que tu connaissais pas nécessairement? Alors oui, sur la chaîne notamment, je joue je suis MJ sur la chaîne et les joueurs et joueuses, on se connaît depuis longtemps, on a développé ce que j'appellerais un langage commun. Donc du coup, oui, c'est plus facile de jouer dans ces conditions-là avec des gens avec qui on partage les attentes. Et d'ailleurs, cette demande initiale à un moment d'essayer sans dé, c'est venu de la proposition d'une des joueuses à la table avant même que ça vienne de moi. Donc oui, ça aide d'autant plus, quand on a une table où, la confiance et les habitudes, les dynamiques sont communes et que donc du coup, l'écoute est beaucoup plus, affûtée. Maintenant, SOT, je l'ai déjà fait jouer à des alors pas des complets inconnus, mais à des joueurs et des joueuses que je connaissais, comme étant des joueurs et des joueuses, mais en jouant avec eux pour la première fois. Et ça fonctionne aussi. En fait, ça demande, dans tous les cas, mais je dirais ça de manière générale, hein, de bien discuter avec les joueurs et les joueuses pour savoir où est-ce qu'on place les enjeux. Une fois qu'on sait où sont les enjeux et les intentions, ce sont des guides, voilà, c'est des petites roulettes pour le vélo. En fait, quoi qu'il arrive, si à un moment on est dans un doute de savoir comment je la gère cette situation, si on se renvoie à un contrat social qui a dit, «Moi j'aimerais bien que mon personnage il en prenne plein la gueule, mais par contre, j'aimerais qu'il dure le plus longtemps possible parce que j'ai vraiment envie d'explorer. Bon, bah, du coup, on a un petit critère sur lequel on peut se baser. Si on a des personnages qui disent, bah, nous, on a envie de jouer voilà, avec les causes, les conséquences, les révélations, les secrets, ce qu'on fait par exemple avec Vampire la Mascarade, bah, là, du coup, on peut aller en profondeur. Donc oui, dans tous les cas, ça demande, mais moi je le fais pour quoi qu'il arrive avec toutes les tables, d'avoir un bon temps où on clarifie vraiment les enjeux avec la table pour savoir à quoi on va jouer, avec quelles intentions, dans quel état d'esprit, de manière à ce que, on évite, les incompréhensions, et la frustration. Et après, bon, bah, on s'adapte à ça pour faire des propositions et puis on peut essayer des choses et dire: «Attendez, moi je cette fois-ci, moi, j'aimerais bien qu'on essaye du sans hasard. Ça va me demander, de me lancer un peu, de me mouiller un peu. Voilà, accompagnez-moi de manière à ce qu'on puisse justement trouver le moyen de faire ça ensemble, sans que j'ai l'impression, de me retrouver seul dans une forme d'arbitraire, sans savoir comment vous le vivez. La communication, elle est essentielle dans tous les cas, quel que soit le jeu et je dirais même, en dehors du jeu de rôle, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion tout à fait à propos. Euh,
Écoute, je te remercie, pour, ton intervention, d'avoir répondu à ces Merci questions, à vous. voilà, c'était vraiment un sujet extrêmement intéressant qui a appelé à beaucoup, beaucoup de réactions. Donc, ça valait le coup d'aborder ce sujet-là. Voilà, c'était Merci super beaucoup. intéressant. Je prendrai le temps de relire tous les Bah, commentaires, ouais, ouais, carrément et puis, derrière. pourquoi pas poursuivre ces échanges si vous le souhaitez, les uns et les autres sur le Discord du réseau, hein. De toute façon, c'est fait pour ça. Si Mmh. jamais ça suscite de nouvelles réflexions au fil du temps, je pense que c'est le lieu, enfin, c'est un des lieux où ça peut être évoqué, mais ça peut être également sur ta chaîne, j'imagine, dans la section commentaires, ça peut, Oui, ou sur le Discord, on en a un ouais, aussi et puis de toute façon, je fais enfin voilà, il y a les lives d'Actual Play dans ouais, lesquels on diffuse des parties en live, puis ensuite en replay, et puis il y a aussi des lives d'échanges, de théorie du jeu de rôle, ce genre de réflexion, de discussion, et on a aussi fait, de la préparation de l'écriture de campagne, avec en live avec la ah ouais. communauté où du coup, ça permet aussi de réfléchir à enfin de, mmh de réfléchir à comment on écrit justement pour du bac à sable, en essayant d'anticiper le moins possible sur les actions des PJ pour justement leur laisser le plus de place derrière, et donc voilà, il y a vraiment plein de formats si jamais ça vous intéresse, d'échanger ou de creuser sur ces thématiques-là, qui mettent justement les personnages et leurs décisions au cœur du jeu. Eh ben super, merci. Hem